Nous sommes le samedi 29 mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, parlons justement de la commémoration de cette date du 29 mars. On commémore ce jour les 78 ans de la lutte pour la libération menée par les patriotes malagasy le 29 mars 1947. L'autosuffisance alimentaire, économique, mais aussi l'amélioration des conditions de vie de la population, telles sont la lutte menée par les Malagasy actuellement, souligne le chef de l'État Andry Rajoelina dans son discours au mausolée d'Avaracha Amboitsain aujourd'hui. La solidarité, l'union, mais aussi le patriotisme des héros de cette lutte du 29 mars 1947 sont les forces qui animent les Malagasy pour affronter l'avenir. Et cette force doit être transmise aux générations futures, ajoute le président Andry Rajoelina après avoir allumé la flamme et déposé les gerbes de commémoration. Reportage signé Aniana Martina sur les images de Sechanjianab et Zaranjiansu. Une gerbe déposée au nom des 30 millions de Malagasy, une marque de commémoration des patriotes malagasy qui se sont soulevés contre les colonisateurs. Cette flamme qui ne s'éteint jamais, appelée Aftsmat, marque également que le patriotisme est ancré dans le cœur des Malagasy afin que le sang versé ne l'ait été en vain, mais témoigne du patriotisme de ces héros de guerre. « 78 ans, jour pour jour, un passé indélébile », la lutte pour l'insurrection est une valeur des plus importantes dans l'histoire de la libération du pays. Durant la cérémonie militaire menée par le président Andry Rajoelina au mausolée d'Avaracha Amboitsain, il a souligné que la solidarité et l'union, mais surtout le patriotisme des patriotes de l'époque, sont à l'origine de la victoire de Madagascar et ont mené vers l'indépendance dans tous les domaines. Madagascar Atsmensmanjus ou Madagascar en développement est l'objectif selon le président Andry Rajoelina. Le patriotisme sera l'énergie qui anime tout un chacun et tel est aussi le leitmotiv de la commémoration de ce 29 mars de cette année. La lutte pour la libération, un flambeau pour les générations futures. Il ne faut pas oublier les témoins de l'histoire. Ils sont 8 aujourd'hui à avoir été présents à la commémoration. Ce sont les aînés de la libération. Ils ont été honorés et ont reçu des présents dignes de leur mérite. Restons toujours dans cette cérémonie de commémoration de 1947. Les combattants justement de cette date du 29 mars 1947 ont été particulièrement mis à l'honneur durant la commémoration du 78e anniversaire de la lutte de la libération à Muramang. Le centre Fiadanansu a été inauguré par le président Andry Rajoelina à ces héros, un lieu particulier qui est dédié aux combattants de la nation encore vivants. L'indépendance est déjà acquise et la lutte pour la libération est un flambeau transmis aux générations futures. Les Malagasy continuent leur lutte aujourd'hui, lutte pour le développement, afin de faire briller Madagascar, mais surtout une lutte contre les discriminations et la division. Reportage de Jodikel Ranjaniring et Ando Razajaibe. Madagascar est le témoin de l'histoire de la lutte pour la libération. La lutte de 1947 a débuté ici le soir du 29 mars 1947. Les vestiges de la lutte sont gardés ici, comme le wagon dans lequel les héros ont été abattus. Les survivants sont encore là pour témoigner. Parmi eux, ce grand-père, un combattant venu de Manakar-Est qui a raconté ce qu'il a vécu en 1947, un moment qu'il n'oubliera jamais. Le président Andry Rajoelina a construit un foyer de paix à Muramang, capitale de Bezanzan, capitale de la lutte de libération, pour des héros comme lui, en marque de respect et de reconnaissance pour leur sacrifice. Un centre pouvant accueillir 120 seigneurs de la guerre. Les combattants patriotes de toute la grande île seront pris en charge ici. L'indépendance a été obtenue grâce à la bravoure des combattants de 47, a déclaré le président Andry Rajoelina. 78 ans plus tard, les Malagasy continuent de lutter pour le développement, la paix et l'autosuffisance sous le leadership du président
parce que la lutte de 1947 était une lutte de libération, un flambeau transmis aux générations futures. Devant le monument des 47 martyrs, de nombreuses personnes sont venues honorer cette cérémonie de leur présence. Le président de la République, André Rajoelina, a rendu hommage aux combattants. Ils ne meurent pas, ils ne s'effacent pas, le patriotisme continue d'enflammer nos cœurs, a-t-il martelé. Dans un tout autre sujet, parlant histoire et culture, toujours dans le cadre de l'histoire de Madagascar, c'est une victoire pour le peuple malagasy. Le retour du crâne du roi Touér dans le pays constitue une victoire car elle restaura l'honneur des Malagasy, a déclaré aujourd'hui l'association des notables et des Oulbés de Madagascar ou AOM. Selon les informations, le crâne du roi Touér, le roi de Sakhalave de Ménabé, sera rapatrié au mois d'avril. Le ministère de la Communication et de la Culture est en train de finaliser tous les détails pour ce retour du crâne du roi Touér actuellement. Reportage signé Aniela Martina, Sechandienab et Zaranjiansu. Le roi Touér Indjamila Fikariv était un roi qui avait une grande autorité dans le royaume de Sakhalave. Il avait été connu pour s'être opposé à la colonisation française de Madagascar à l'époque. Historiquement, le 6 août 1896, l'Assemblée nationale française a adopté la loi déclarant que Madagascar est une colonie française. Le 30 août 1897, le roi Touér et ses soldats s'y sont opposés et ont combattu pour le pays à Ambik. Vaincu, il a été décapité et les Français ont rapporté sa tête dans leur pays à cette époque. Ce crâne avait été exposé au musée de l'Homme Paris. En 2021, le président de la République André Rajoelina, en inaugurant le palais de la reine de Manzakamiadan, a fait la promesse de ramener au pays le crâne royal. 4 ans plus tard, sa promesse sera tenue car le crâne du roi Touér sera rapatrié. De nombreuses démarches ont dû être entreprises par le gouvernement malgache à cet effet, selon les informations. C'est important pour le peuple malagasy et cela peut être interprété comme une grande victoire que le crâne du roi Touér soit de retour dans le pays selon l'association des notables et des Oulbés de Madagascar ou l'AOA. Le roi et les descendants d'Abanzak, notamment dans le Sakhalave du Ménabé, s'apprêtent également à accueillir le crâne du roi Touér. Selon les informations, ce crâne ne sera pas directement rapatrié chez lui car des rituels traditionnels doivent être encore faits. S'il n'y a pas de changement, le 14 avril est la date officielle de la réception officielle de ce crâne du roi Touér à Paris et son transfert immédiat pour Madagascar. Ce crâne sera inhumé à Belle-sur-Turbine au moment du Tsirtsi qui a eu lieu au mois d'août ou de septembre. Ce crâne sera émergé dans le zomba du roi Touér, selon la tradition des Sakhalaves du Ménabé, au moment même où sera enterré le roi Kamam qui a rendu l'âme en 2024. Page politique pour continuer ce journal. Parlons de la liste électorale. C'est un délit de ne pas s'inscrire justement dans cette liste électorale mise à jour chaque année. Dans le cadre de l'ARAL, a déclaré le directeur des affaires électorales au sein de la CENI ou Commission électorale nationale indépendante. L'objectif de cette révision annuelle est d'avoir une liste fiable et précise, a souligné le secrétaire exécutif adjoint de la CENI. C'est nous, Ranir Lint, nous en dit plus. Ceux qui ne sont pas inscrits dans la liste électorale perdent de nombreux droits. Beaucoup de citoyens pensent encore qu'il existe déjà un enregistrement automatique dans la liste électorale effectuée par le Fokuntan et qu'il n'est donc plus nécessaire de vérifier ou de s'inscrire lors de la révision annuelle des listes électorales. La CENI exhorte les électeurs à s'inscrire dans la liste électorale ou à vérifier les informations les concernant dans les 20 jours où la liste provisoire de la CENI est dans la circonscription. L'objectif est d'avoir un inventaire précis et fiable. Les citoyens pensent qu'il n'est pas nécessaire de s'inscrire sur les listes électorales car selon eux, les Fokuntan corrigent la liste en cas de décès ou de changement d'adresse et inscrivent ceux qui viennent d'atteindre l'âge de la majorité. Cette non-vérification pourrait être assimilée à un délit et interdit aux concernés de voter. Continuons ce journal dans la page sociale. Le nombre des passagers qui prennent la route nationale 2 a doublé en cette fin de semaine. En général, beaucoup de familles ont choisi de prendre un peu de vacances étant donné que le week-end sera lent. Vanessa Mireille, Yves Janel nous en disent plus. Hier vendredi, le nombre des passagers au départ des gares routières d'Antananarive en direction de Tuamasin en empruntant la route nationale 2 a doublé.
Par conséquent, le nombre des véhicules en partance a également augmenté. En général, les coopératives ont doublé, voire triplé le nombre des véhicules hier. Nous allons également entrer dans la période de la fête des Pâques. Ainsi, les responsables exhortent tout un chacun, notamment les transporteurs, à faire preuve de vigilance. Les actualités de ce jour également, c'est la fin du Ramadan. Le mois de jeûne pour les fidèles musulmans prend fin demain, tandis que le lundi 31 mars se tiendra l'Aïd el-Fitr. Il est à rappeler que le mois de Ramadan a commencé le 2 mars et se terminera demain 30 mars 2025. Le mois de Ramadan est un pilier fondamental de l'islam. Le président de l'Association des musulmans de Madagascar s'est montré particulièrement reconnaissant au président de la République de Madagascar d'avoir décrété l'Aïd el-Fitr comme journée fériée à Madagascar. De la page socio-économique, les guides touristiques sont prêts à collaborer pour atteindre les 1 million de touristes en 2028. 29 acteurs du secteur du tourisme ont été décorés de l'ordre national hier dans le cadre de la clôture du 25e anniversaire de l'association des guides ONG. Les détails avec Fangé Namiré. Des guides touristiques et 19 professionnels œuvrant dans des tours opérateurs ont été médaillés de l'ordre national. 3 ont été faits officiers de l'ordre national malagasy et 26 chevalets de l'ordre national malagasy. Le métier de guide a une importance et une valeur dans le développement du pays. Ils sont prêts à atteindre l'objectif d'1 million de touristes d'ici 2028. Les guides sont les ambassadeurs du tourisme, selon le ministre, qui a montré la volonté du ministère d'appuyer les guides dans leur activité. Parmi les objectifs de l'ANG, ou Association des guides de Madagascar, le développement et la promotion du monde du tourisme à Madagascar, selon les explications. Et dans les actualités internationales de ce soir, plusieurs centaines de milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui à Istanbul à l'appel du ACHP, le parti d'opposition du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, pour dénoncer l'arrestation de l'édile malgré la répression qui continue de s'abattre sur les protestataires. Précision d'une correspondante de France 24 à Istanbul. Écoutez, en tout cas, la mobilisation, elle prend une nouvelle forme. Ce serait le commentaire le plus sûr que je puisse faire. Cet après-midi, le principal parti d'opposition a, comme vous l'avez dit, appelé à un grand rassemblement. Et effectivement, il a été beaucoup de personnes sont venues. Il y a eu des manifestants en nombre qui sont venus. Mais à vrai dire, ce n'était pas une manifestation. C'était plutôt une sorte de meeting ou voilà un rassemblement. Il y a eu des discours qui ont été faits par le chef du parti, par la femme d'Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, qui est aussi très investi dans le combat de l'opposition. Ces rassemblements qui sont un petit peu différents des rassemblements massifs de la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait effectivement des rassemblements extrêmement grands devant la mairie, des rassemblements qui se sont parfois terminés dans la violence. Donc actuellement, le parti d'opposition change de stratégie. Ils ont décidé d'arrêter ces manifestations devant la mairie et de faire des mobilisations comme celle-ci. Ils ont annoncé qu'elles auraient lieu tous les week-ends, une fois par semaine, quelque part dans le pays, et aussi une petite mobilisation quelque part à Istanbul. Pour l'instant, nous n'avons pas, en tout cas, tous les détails. Ça, c'était pour le parti d'opposition. Pour les étudiants qui sont les fers de lance de ce mouvement, ils continuent aussi à manifester. Ils ont eu un petit peu plus de difficultés ces derniers jours à pouvoir se rassembler parce qu'ils ont été très vite arrêtés et encerclés par la police. Mais en tout cas, ils décident de continuer le mouvement avec notamment des activités sur les campus, des blocus, des blocages de leurs cours et des forums organisés. En France, le parquet national financier ou PNF a requis jeudi 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de l'ancien président français Nicolas Sarkozy dans le cadre du procès sur les soupçons de financement libyen de sa campagne victorieuse de 2007. France 24. Nicolas Sarkozy sort du tribunal en silence. Le parquet national financier vient de réclamer 7 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende contre lui dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. C'est sur les réseaux sociaux qu'il clame son innocence. Je continuerai donc à me battre pied à pied pour la vérité et à croire dans la sagesse du tribunal.
Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir reçu de l'argent de la part du régime du colonel Kadhafi pour financer sa première campagne présidentielle. Selon le ministère public, l'ancien président serait le cerveau et le commanditaire d'un pacte de corruption indécent conclu avec le dictateur libyen. Contrepartie diplomatique, contre-argent liquide. L'accusation a aussi mis en évidence l'existence de visites secrètes entre des proches de l'ancien président et des intermédiaires libyens. Selon les procureurs, un faisceau d'indices prouve ainsi la culpabilité de Nicolas Sarkozy. En réalité, c'est le premier à avoir bénéficié de ce pacte de corruption, bénéficié à des fins politiques, bénéficié parce qu'on peut penser évidemment qu'il a été le cerveau et qu'il a embarqué à la fois Brice Hortefeux et qu'il a aussi embarqué Claude Guéant. Les avocats de l'ancien président, eux, dénoncent un manque de preuves. Le parquet a demandé des peines très lourdes. Pourquoi? Pour essayer de compenser la faiblesse de sa démonstration. Ces réquisitions, même si elles sont dites avec un ton sentencieux qui se veut sévère, elles sont vides, elles sonnent creux. Le parquet a également requis une peine de 6 ans d'emprisonnement contre Claude Guéant et 3 ans contre Brice Hortefeux, accusé d'avoir aidé Nicolas Sarkozy. L'audience reprendra la semaine prochaine avec les plaidoiries des avocats de la défense. Parlant de la situation en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé hier vendredi avoir reçu de la part des États-Unis une nouvelle version d'accord sur les minerais stratégiques d'Ukraine auquel Washington veut obtenir un accès. France 24 nous en dit plus. Les minerais ukrainiens au cœur des négociations entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Le président ukrainien affirme avoir reçu une nouvelle proposition qui n'a pas été rendue publique, mais aurait été considérablement modifiée par son homologue américain sur l'exploitation des ressources de son pays. C'est un document complètement différent. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été discutées et aussi certaines choses qu'on avait déjà écartées. Cet accord est un serpent de mer pour les deux présidents qui s'étaient rencontrés à Washington le mois dernier pour le signer. Leur rencontre avait alors tourné à l'altercation. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les États-Unis soutiennent Kiev militairement et financièrement. Mais avec le retour de Donald Trump, c'était des remises en question. Pour le républicain, elles devraient être compensées par un accès aux ressources minières de l'Ukraine. Depuis son investiture, le président américain tente de négocier cet accord depuis plusieurs semaines. L'accord sur les terres rares est presque terminé. Ils vont le signer sous peu. Jusqu'ici, nous donnions de l'argent à l'Ukraine. C'était une situation très injuste. Nous avons donc conclu un accord sur les terres rares. Pourtant, cette nouvelle version n'offrirait aucune garantie de sécurité à Kiev, selon les médias ukrainiens. Une condition nécessaire à quelconque accord pour Volodymyr Zelensky, qui a affirmé qu'il refuserait toute entente qui appauvrirait son pays et menacerait son adhésion à l'Union européenne. Mesdames et messieurs, s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Criminal Squad Tontera. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Je vous dis à demain. Au revoir.